Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir l'expérience d'Afshar. Alors Afshar a réalisé une expérience qu'il a réalisée en vrai, dans le but de montrer que l'interprétation de Copenhague est fausse. Il a réalisé une expérience de Young, d'interférence de Young tout à fait classique. Donc on a une fente, puis on a deux fentes, et une cible. Les photons passent par les deux fentes et interfèrent, ce qui conduit à l'existence de franges sombres et claires. Afshar ne s'est pas arrêté là. Il a d'abord noté soigneusement la position de chaque frange sombre et claire. Ensuite, il a modifié le dispositif et enlevé la cible et placé une lentille et deux détecteurs. L'optique étant conçue de manière à ce que des photons qui passent par la fente F1 sont déviés par la lentille et arrivent sur le détecteur D1. De même, les photons qui viennent de F2 sont déviés par la lentille de manière à arriver sur D2. Donc il utilise la lentille comme un dispositif de focalisation afin que les détecteurs observent chacun une frange bien précise. Et là, on a un processus tout à fait habituel où on détecte par quelle fente passent les photons. Ensuite, il remet sa grille. Donc, je vais refaire un dessin séparé, ce sera plus clair. Il replace la grille. Il place une grille. Et il place une grille de manière à bloquer la lumière exactement là où il y avait des franges sombres. Donc il ne laisse passer dans sa grille que les interférences constructives, les franges claires. Et il place alors sa lentille et le détecteur D1 et D2. Si initialement on ne laisse qu'un trou ouvert, on constate que les rayons lumineux venant de la fente F1, la seule ouverte, vont en partie passer à travers la lentille, mais une partie va être bloquée puisqu'il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de frange sombre et claire, les photons vont en partie vouloir passer par les zones bloquées par la grille, et on reçoit moins de photons que prévu au détecteur D1, ce qui se vérifie bien. Donc la grille a bien un effet sur la propagation des photons. Puis, il ouvre les deux fentes. Dans ce cas-là, il y a les interférences. Et les photons arrivent entièrement au détecteur D1 de la fente F1. Et de même pour F2 vers D2. Une expérience très astucieuse qui permet d'observer par où sont passés les photons tout en ayant les interférences. Afshar dit alors que cela viole le principe de complémentarité de l'interprétation de Copenhague qui dit que on a soit un comportement ondulatoire, soit un comportement corpusculaire, mais pas les deux en même temps. Il dit ici, on a un comportement ondulatoire, les interférences, et c'est prouvé par le fait que quand il y a les deux fentes ouvertes, toute la lumière passe, et donc la lumière ne passe que par les ouvertures de la grille, correspondant aux franges claires. Et de plus, on a un comportement corpusculaire, puisque l'on sait par quelle fente sont passés les photons.
En fait, quand on regarde et donc, on a le comportement simultané, corpusculaire et ondulatoire, ce qui est une violation du principe de complémentarité, donc de l'interprétation de Copenhague. En réalité, quand on regarde l'expérience de Jung, on a déjà ces deux comportements. On a un comportement ondulatoire d'interférence dans le dispositif, et puis des impacts bien localisés sur la cible, par exemple une plaque photographique, qui manifeste là un comportement corpusculaire. L'important est que l'on a l'un, puis l'autre, pas simultanément. Et si on regarde l'expérience d'Afshar, d'une part, on ne mesure pas réellement les interférences, on ne sait pas où les photons sont allés sur la cible, ils peuvent être passés par une zone claire ou une autre, puisque ce n'est qu'une grille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas passés par les zones sondes. Donc il y a bien eu interférence, mais on n'a pas réellement fait de mesure à cet endroit-là. Et d'autre part, le comportement corpusculaire est détecté au détecteur, pas au niveau des fentes. C'est plus tard que l'on détecte le côté corpusculaire. Donc, les deux ne se mélangent pas ensemble. On n'a pas un comportement corpusculaire en même temps que des interférences au niveau de la grille. Il y a quand même un aspect problématique que Afshar n'a pas réellement relevé, c'est qu'on sait par où sont passés les photons. Or, on l'a vu dans l'analyse de l'expérience de Jung, ça semble poser un problème, puisque on sait par où passent les photons, et donc on ne devrait pas avoir d'interférence. Mais à nouveau, on ne mesure pas directement l'interférence, et on sait que le problème, ce serait de savoir par où passent les photons au moment où ils passent. Au moment où ils passent par les fentes, si on sait par où ils passent à ce moment-là, alors on a une destruction des interférences. Ici, la mesure ne se fait pas à ce moment-là, elle se fait plus tard. L'expérience a eu lieu, les interférences ont eu lieu, puis on récupère les photons afin d'essayer de déterminer par où ils sont passés. Donc, c'est beaucoup moins problématique. En fait, la mesure en D1 ou en D2 donne un résultat défini. Elle dit, il est passé par F1 ou il est passé par F2. Et on a un résultat défini. Ce que Afshar en déduit, c'est que, avant la mesure, le photon est passé par F1 et F2. Et donc, il avait déjà un état défini. Et ça, on sait que c'est problématique. On ne peut pas le faire en mécanique quantique. Les états définis sont observés au moment des mesures. On ne peut pas en inférer qu'avant la mesure, ils avaient déjà un état défini. Le fait est que la mécanique quantique dit il passe par les deux fentes, et puis on mesure un résultat défini, un des deux. Mais on ne peut pas en inférer qu'avant cela, il passait par une des fentes bien particulière. On sait que c'est interdit en mécanique quantique parce que les résultats ne sont pas prédéfinis. Pas de variable cachée qui dirait au photon, je suis un photon qui passe par la fente F1. C'est donc là qu'est le nœud du problème dans son interprétation. Les photons passent par les deux fentes, chaque photon passe par les deux fentes, c'est un état superposé, mais lorsqu'on effectue la mesure plus tard, effectivement, ça se réduit à une seule composante, un résultat défini. Mais après l'expérience. L'interprétation des états relatifs est beaucoup moins problématique, parce que on ne tient pas compte d'une réduction de la fonction d'onde. On ne dit pas le photon va en D1 venant de F1, on dit on a une superposition F1, F2 et une superposition D1, D2 à la fin. Le tout devant s'interpréter par les états relatifs. Ainsi, on a un état initialement F1 plus F2, ici,
pour tout photon, on a les deux composantes. Arrivé ici, on a des interférences. On a donc un état x1 plus x2, etc. qui dit le photon passe par là, par là, par là, les positions correspondant aux franges claires. Et après détection, on a un état superposé, mesuré en D1 venant de F1, plus D2 venant de F2. Et à nouveau, chaque photon passe toujours par les deux fentes. L'astuce ici consiste à retrouver les deux composantes qu'il y avait avant la zone d'interférence. Notons, c'est important, que les interférences ont un caractère linéaire. C'est un peu comme pour les vagues. Vous avez deux vagues qui se dirigent l'une vers l'autre. Lorsqu'elles vont se croiser, on va avoir des montées d'eau plus élevées, des creux plus importants. Les deux ondes, les deux vagues interfèrent. Et puis, elles se reséparent et repartent inchangées. Le phénomène est strictement linéaire. Alors, en réalité, en hydrodynamique, pour des vagues particulièrement fortes, ça ne devient plus linéaire. Mais ce n'est pas des ondes, ce n'est pas des photons. Hein. De même, pour le son, etc., si je parle avec quelqu'un et que quelqu'un d'autre crie à quelque chose à quelqu'un d'autre, il va peut-être être perturbé par ma voix. Mais le son de ma voix, que je parle avec quelqu'un, ne va pas empêcher la propagation du cri qui passe d'un point à l'autre. Les interférences sont totalement linéaires et réversibles. Et donc, ici, il y a bien des interférences qui se produisent, mais comme on ne mesure pas par où sont passés les états, les photons F1 et F2, on ne les mesure pas à ce moment-là. Si on les mesurait à ce moment-là, on aurait alors observateur voit F1 plus observateur voit F2, avec un observateur macroscopique, une décohérence, une décomposition en deux composantes séparées, interagissant avec l'observateur, et plus d'interférences observables à cause de la décohérence. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Ici, on ne le fait pas, on ne le mesure pas. On a un état superposé, point. De même ici, on n'a pas mis de cible, juste une grille, on laisse passer les photons par où ils doivent passer, on obtient un état superposé, le même qu'ici. On ne fait aucune mesure, et donc on reste avec un état superposé. Et à la fin, on obtient une mesure classique de mesure par où sont passés les photons, tout à fait traditionnelle. Dès qu'on cesse de faire intervenir la réduction, c'est plus simple. Parce qu'alors, on a toujours ces états superposés qui évoluent linéairement selon l'équation de Schrödinger, etc., etc. Ce n'est que quand on fait intervenir des éléments comme la réduction ou comme les comportements S-ondes, S-corpuscules, que là, on est de problème. Et oui, l'interprétation de Copenhague a des difficultés, nous en avons insisté là-dessus. Et donc, effectivement, si on pousse sur ces points-là, on peut arriver à des difficultés avec cette interprétation. Mais en réalité, la mécanique quantique ne pose pas de problème. Donc, on peut dire que le mérite de l'expérience d'Afshar, outre l'expérience très astucieuse, est d'avoir mis en évidence que ce n'est pas si simple d'interpréter. C'est certain. Voilà donc pour l'expérience d'Afshar. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre expérience intéressante réalisée par Marland Scully. Donc, nous verrons l'expérience de Marland Scully. Je vous remercie.